prendre tout ce que tu as comme épargne, laisser dormir dans une banque, là, c'est une stupidité. Et du coup, c'est quoi l'erreur que les gens commettent beaucoup en matière de gestion financière? Le CDI, c'est un semblant de sécurité. Ah bon? C'est pas vraiment une sécurité. Pourquoi? Du jour au lendemain, on peut te virer. Est-ce que tu recommandes donc à tout le monde, ou encore à beaucoup de personnes, de quitter leur job? L'entrepreneur, surtout, ne doit pas confondre le revenu de l'entreprise et son revenu personnel. Dans son processus entrepreneurial, à quel moment on peut nécessiter de faire un emprunt? On n'emprunte pas pour acheter une voiture. Est-ce que c'est réel ça? Lorsqu'il s'agit de l'épargne, par exemple, les gens font de l'épargne sans objectif. D'accord. Ça, c'est une erreur fondamentale. Quand tu es pauvre, concentre-toi sur ton business et laisse là où les femmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre angle dans lequel on peut voir la femme comme étant un pilier qui va te faire avancer? Je vais prendre. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et qu'il se passe des choses merveilleuses de votre côté. Quant à moi, ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on parle d'éducation financière, on parle de mindset. On a beaucoup de personnes qui travaillent et qui se font de l'argent. Mais le problème, c'est que je pense les finances sont très mal gérées. Et c'est la raison pour laquelle dans cet épisode, on a eu l'opportunité, si ce n'est la chance, de recevoir un monsieur qui parle de mindset au quotidien, qui accompagne les personnes à mieux gérer leurs finances et qui est également écrit. Parce que c'est important d'écrire. Et comme on le dit toujours, si tu ne lis pas, tu dois payer ou alors apprendre de ceux qui écrivent ou de ceux qui lisent. Bonjour Huth. Bonjour Aston. Ouais, je vais me permettre de te tutoyer. Avec plaisir. Ouais. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci surtout pour l'invitation. Ouais. Et c'est un plaisir d'être avec toi et avec toute l'équipe aujourd'hui. Ouais, c'est moi qui dis merci. Parce que quand même le déplacement, on n'est pas de la même région. Exact. Ouais. Je pense quand même qu'il y a cette grosse envie de partager le savoir qui règne. C'est toujours un plaisir de partager le savoir. Oh. Et donc, je n'ai pas regardé la distance. Hein. Comme tu dis, on n'est pas de la même région. Ouais. Île-de-France, moi, je suis du côté de Reims. Ouais. Mais ça vaut le coup de faire la route, venir partager le peu de savoir qu'on a sur un sujet très important. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eudes Djembo. Ouais. Je suis entrepreneur et coach professionnel, certifié à la Haute École de Coaching de Paris. Donc, j'accompagne les entrepreneurs dans le business. J'accompagne également les salariés qui veulent multiplier des sources de revenus, notamment avec des placements financiers, que ce soit dans la bourse, dans les cryptos, et la bonne gestion financière. D'accord. Et si on parle un peu de ton parcours académique? Et au niveau parcours académique, j'ai un diplôme d'ingénieur, ingénieur industriel, avec un master spécialisé en performance industrielle. Donc, j'ai travaillé en tant que cadre dans les multinationales en France et pendant plusieurs années en tant qu'ingénieur performance industrielle. Et après, je me suis consacré à ce qui vibre en moi, qui est l'accompagnement des humains. Donc, j'ai démissionné et je me suis orienté vers le coaching et la formation. D'accord. Est-ce que c'est pas risqué de quitter son emploi? Il n'y a jamais de risque, en fait. Le risque, c'est de ne rien faire. Ça, c'est le vrai risque. Parce qu'après, tu le regrettes. Dans quelques années, tu pourras dire « si je savais ». Alors que tu avais peut-être la possibilité d'essayer quelque chose. Et je dis toujours que si on ne prend pas ce risque aujourd'hui, on le regrettera forcément dans quelques années. Et j'ai pris ce risque et je ne regrette pas du tout d'avoir pris le risque. Parce qu'aujourd'hui, ça donne. Peut-être pas. Peut-être pas encore. S'il n'y a pas de regret après avoir pris une décision aussi radicale comme quitter son job, c'est parce qu'on a quand même le résultat qui était attendu. On a le résultat qui était attendu, effectivement. Mais le gros risque, en fait, les gens ont plus besoin de sécurité. Et je dis toujours que le CDI, ça peut paraître choquant. Le CDI, c'est un semblant de sécurité. Ah bon? C'est pas vraiment une sécurité. Pourquoi? Parce que les gens pensent avoir un chèque de paye chaque fin de mois. Tu vois, la régularité qui vient chaque fin du mois. Pour certaines personnes, c'est une sécurité. Mais ce n'est pas vraiment une sécurité parce que du jour au lendemain, on peut te virer. C'est pas parce que tu es en CDI que c'est un contrat à durée éternelle. On dit contrat à durée indéterminée. Indéterminée, mais une durée qui peut être déterminée à un moment. Admettons que l'entreprise fasse faillite. Ah oui, dans ce cas. La durée n'est pas éternelle. Donc je peux te retrouver à la porte. Mais si tu es dans une entreprise où tout fonctionne bien, on va dire, il y a de gros chiffres, tout se passe bien, est-ce que ça peut pas être une sécurité en ce moment-là? Oui, ça peut être une sécurité, mais je dis toujours c'est un semblant de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a vu avec le Covid. Il y avait des entreprises qui
il n'y a pas de souci au niveau de l'entreprise, tout marche bien, il y a le chiffre d'affaires, il y a la rentabilité. Il y a un événement comme le Covid qui arrive et qui met tout le monde pied au mur, je dirais même. Et certaines personnes ont perdu leur emploi à cause du Covid. Donc, ce n'est pas vraiment une sécurité en soi. C'est un semblant de sécurité. Parce qu'il y a toujours des événements qui peuvent arriver et qui ne dépendent pas de l'humain. Exactement. Ok. Donc, du coup, est-ce que tu recommandes donc à tout le monde ou encore à beaucoup de personnes de quitter leur job pour se lancer? Pas du tout. Je ne peux pas recommander à tout le monde de quitter leur job. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas prêt à supporter ce que l'entrepreneur peut endurer pendant son parcours d'entrepreneur. Comme je disais au départ, les gens ont besoin d'avoir un revenu régulier. Chaque mois, ça tombe, tu vois, ça fait plaisir, hein, la fin du mois, lorsque tu reçois le virement. Exactement. Lorsque tu reçois le virement, ça fait plaisir. Mais quand tu es entrepreneur, il peut arriver des moments où tu n'as pas d'entrée. Tu n'as pas de revenu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Et là, il y a un stress qui peut... Exactement. Donc, il faut savoir, en tant qu'entrepreneur, comment gérer l'aléa d'un revenu qui n'est pas forcément constant, irrégulier. Et donc, c'est là où vient l'intelligence financière que l'entrepreneur doit développer. Donc, le salarié, c'est bien. On est salarié, on a notre revenu mensuel. C'est très bien pour certaines personnes. Après, je dis toujours, si tu te sens maintenant un peu coincé comme dans une roue, tu vois, tu tournes, un peu le cycle, on aime caricaturer pour dire métro, boulot, dodo. Quand tu es dans ce cycle et tu ne te sens pas épanoui, si tu as un projet, pourquoi pas prendre le risque pour aller tester ton projet? Alors, en matière de finance, on parle généralement d'analyse de risque. Comment bien définir son risque? Et voilà, parce que c'est pas parce qu'on sait que c'est le risque qu'il faut forcément l'embrasser. Comment bien définir son risque et le limiter quand on veut entreprendre cette démarche-là? Alors, je dis toujours qu'il faut déjà, dans un premier temps, créer sa propre sécurité. Le risque zéro n'existe pas. Ça c'est vrai. Surtout en entrepreneuriat. Encore. Et on connaît tous que lorsque tu te lances, les premiers mois, les premières années dans l'entrepreneuriat sont difficiles. Si tu arrives à passer le test des 3 ans, peut-être que tu peux sortir la tête de l'eau et commencer à te réjouir. Mais pendant la phase, la test des 3 ans, ou même le premier test, le test des 90 jours, lorsque tu lances ton entreprise, dans les 90 jours qui suivent, généralement, tu ne vois rien. Et donc, ça peut faire peur. Donc, il faut déjà créer sa propre sécurité. Et cela passe par quoi? En épargnant, simplement. Tu te constitues une épargne qui peut te permettre, une fois que tu te lances, de tenir face aux besoins, de faire face plutôt aux besoins de la vie courante. Tu vois, le loyer, la nourriture. Encore, en France, on est dans un système qui permet de prendre le risque. Qui est très protecteur, on va dire. Exactement. Donc, je dirais même tout le monde peut prendre le risque. ça vaut le coup d'essayer une année. Si ça ne marche pas, tu rédiges ton CV, tu écris ta lettre de motivation et tu pars chercher l'emploi. Mais est-ce que c'est valable pour les personnes qui n'ont pas la naturalisation, qui sont étrangères? Oui, tant que tu as ton titre de séjour. Tant que tu as ton titre de séjour valable en France, tu es résident, je pense que tu peux prendre ce risque. Il y a le chômage. Tu te mets au chômage une année, tu testes ton business. Si ça ne marche pas, tu rédiges un nouveau CV, une lettre de motivation, tu écris « j'ai l'honneur » et tu pars postuler. C'est tout en fait. Mais au moins, tu aurais essayé pendant une année. Alors, l'éducation financière, comment l'aborder quand on est salarié et quand on est entrepreneur? Ok, super. Il y a deux facettes. Quand on est salarié déjà, dans un premier temps, il faut avoir une très bonne éducation financière. Et quand je parle de très bonne éducation financière, c'est déjà maîtriser ses flux de revenus. Ce qui entre. Généralement, c'est un salaire. Et peut-être à gauche, à droite, 2-3 allocations qui arrivent dans un compte. Je prends le contexte de France. Et donc, quand on est salarié, il faut maîtriser les entrées qu'on a, le salaire, et surtout dire à ton salaire où aller. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que si tu reçois un salaire, admettons que tu reçois 2 000 € de salaire,
tu ne sais pas dire à ton salaire vers quelle direction prendre, ton salaire prend n'importe quelle direction. Ça va dans tous les sens. Exactement. Et donc, c'est déjà la première notion, c'est ça. C'est de savoir orienter ses revenus. J'ai un salaire, ok, X% de mon salaire sera consacré à tel objectif. X% de mon salaire, c'est pour le loyer. Et le reste, c'est pour faire un peu ma fête et s'amuser un peu. C'est exactement. Et pour l'entrepreneur dans ce cas? Et pour l'entrepreneur, c'est différent. L'entrepreneur, la première notion qu'on vient d'évoquer est valable pour l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur, surtout, ne doit pas confondre le revenu de l'entreprise et son revenu personnel. Et c'est là où on a des sérieux problèmes avec les entrepreneurs qui confondent le cash de l'entreprise avec son cash personnel. Et du coup, on a tendance à se servir dans la caisse de la boîte. Tu vois, il y a certains entrepreneurs qui ne s'empêchent pas de prélever carrément dans le compte de l'entreprise. Alors qu'il faut savoir séparer les deux flux. C'est comme un entrepreneur qui m'a dit je ne suis pas millionnaire, mais c'est l'entreprise que j'ai créée qui fait des millions. Oui, c'est ça. D'accord. Tu peux être entrepreneur et générer des chiffres d'affaires de 10, de 15, de 20 millions et ne pas être millionnaire. C'est possible. Mais pour moi, je pense qu'il y a quand même un petit paradoxe. Tu n'es pas millionnaire, mais ton entreprise est millionnaire. L'entreprise appartient à qui? L'entreprise t'appartient. Dans le sens où si tu es l'unique actionnaire, ok, l'entreprise t'appartient. Mais si tu as d'autres actionnaires, c'est pas forcément ton entreprise. Ok, il y a 2, 3 personnes, il y a 4 personnes. Je prends mon cas. Aujourd'hui, pour l'instant, je suis l'unique actionnaire de mon entreprise. D'accord. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être que ça va évoluer. Tu vois? Mais c'est pas parce que je suis l'unique entrepreneur et l'unique actionnaire de mon entreprise que je suis forcément millionnaire parce que mon entreprise génère du chiffre d'affaires. Non, million, pas forcément. D'accord. Et du coup, j'entends souvent que toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu dois aussi être salarié de ta boîte et t'imposer un salaire. Est-ce que c'est une bonne méthode aussi? Oui, c'est une bonne méthode, mais pas au début. Oui, pas au début. Le conseil que je peux donner, moi, au début, c'est de ne pas être salarié de sa boîte. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est comme un bébé que tu es en train d'élever. Donc, le bébé va naître, doit apprendre à marcher, à courir, faire ses premiers pas. Et pendant cette première période-là, si toi, en même temps, tu consommes tout ce que le bébé a besoin pour sa croissance, et tu empêches la croissance du bébé. Je prends un exemple simple. En France, tu lances ton entreprise, tu prends le statut SAS, par exemple. SAS, que ce soit SASU et autres. Si tu prends un salaire dès le départ, en gros, tu payes plus de charges. Et beaucoup de personnes, et c'est par exemple mon cas, je ne suis pas salarié de mon entreprise. D'accord. Je suis actionnaire, mais à la fin d'année, je peux toucher les dividendes qui, à côté, sont imposés différemment que l'imposition du salaire. Et qui est peut-être c'est plus avantageux pour toi, l'entrepreneur? Oui, pour moi et pour l'entreprise. Et pour l'entreprise aussi. Mais par contre, si tu n'as pas d'épargne, comment tu vis? Tu vois? Donc, on va revenir un peu à la première notion où je disais, il faut déjà commencer à constituer l'épargne. Si tu as l'épargne, tu verras que se lancer, entreprendre, ne pas prélever de salaire, c'est un petit jeu. Peut-être pendant une année, peut-être pendant 2 ans, tu te fixes une période. Après, derrière, tu peux commencer à... Non, si je comprends bien, au début de la création de l'entreprise, il ne faut même pas penser à penser bénéfice, ce que ça génère et se concentrer sur la production. Et exactement. Je vais prendre un exemple. Tu vois? Admettons que tu as un poulailler. Tu as un coq, tu as une poule. Tu mets les deux ensemble. La poule arrive à pondre des œufs. Et à chaque fois, tu prends les œufs pour faire l'omelette. Pendant combien d'années tu vas continuer dans le même cycle, tu vois? Tu ne pourras pas développer ton poulailler. Tant que tu prends les œufs à chaque fois, soit tu distribues au niveau de ta famille, ou tu fais ton omelette avec. En gros, ton coq et ta poule ne servent qu'à ta consommation immédiate. Il n'y a pas une vision à long terme. Et donc, tu enterres le business. C'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, c'est quoi l'erreur que les gens commettent beaucoup en matière de gestion financière? Donc, en matière de... les erreurs, parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en matière de gestion financière.
Moi, ce que je vois souvent, même quand je reçois des gens en entretien de coaching, Ouais. pour les salariés, première erreur que les gens font, c'est de ne pas avoir de budget. Tu peux avoir un salaire qui est régulier. Mais si tu ne sais pas canaliser ton salaire, tu peux facilement tourner en rond pendant des années. Budgétiser, c'est parmi les premières règles en gestion financière. J'ai 2000 €, je dois savoir exactement combien je dépense. Prévisionnellement. Ouais. Après, il peut y avoir des imprévus, c'est normal. Ouais. Mais prévisionnellement, je dois savoir, dans les 2000 €, j'ai peut-être 700 € consacrés pour le loyer. Ouais. J'ai peut-être 400 € pour la nourriture. Ouais. J'ai 30 € pour Internet ou le téléphone, tu vois. Tout est catégorisé. D'accord. Donc, c'est vraiment l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de ne pas avoir de budget. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres erreurs qui sont assez pertinentes à partager? Oui. En matière d'argent, il y a toujours des erreurs. Il y en a tellement des erreurs. Est-ce qu'on ne fait peut-être pas plus d'erreurs que de bonnes actions à faire? Il y a aussi de bonnes actions qu'on fait. On fait beaucoup de bonnes actions, parfois qu'on ne se rend pas compte. Ouais. Mais il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait parce qu'on manque surtout d'éducation financière. Ok. Et je peux prendre l'exemple. Donc, tout à l'heure, je parlais du budget. Oui. Lorsqu'il s'agit de l'épargne, par exemple, les gens font de l'épargne sans objectif. D'accord. Ça, c'est une erreur fondamentale. Tu ne peux pas juste épargner parce que tu veux épargner. Est-ce que c'est peut-être pas pour avoir une certaine sécurité de se dire, si je suis malade, je peux me soigner avec? Ok, dans ce cas, il y a l'objectif en cas de problème si je suis malade. Mais il y a certaines personnes qui mettent de l'argent de côté. Si tu poses la question, mais pourquoi tu épargnes? Ben, je mets juste de l'argent de côté. J'épargne pour épargner, en fait. En gros, si tu fais ça, tu auras toujours tendance à aller toucher ton épargne. Si je sais exactement pourquoi j'épargne, il me sera difficile de toucher mon épargne. Je prends un exemple. On est là dans ton studio, magnifique studio. Ah, merci. Mais ça, tu mets le pote. C'est ça, exactement. Et si moi, je veux, par exemple, avoir le même matériel que toi, je mets pour objectif que dans une année, je dois avoir le même studio, peut-être pas le même, mais au moins avoir les mêmes équipements qu'Aston. Donc, je définis mon objectif. Je me dis, je dois épargner peut-être, 10 ou 15 000 € pour m'acheter du matos. D'accord. J'ai un objectif. Donc, quel que soit le problème qui va arriver, je sais que j'ai un objectif. Même si on m'appelle que mon cousin a avalé un marteau en Afrique, c'est pas mon problème. Tu vois? C'est pour être un peu... pour aller pousser un peu le bouchon à l'extrême. Même si on m'appelait que quelqu'un a avalé l'aiguille et commence à mourir là, moi, je sais que j'ai un objectif à atteindre. Je ne pourrais pas toucher cet argent. Par contre, si j'ai quelque chose d'autre de côté, je pourrais prendre dans cette somme pour aider la personne. Mais je ne peux pas toucher l'argent que je mets de côté pour m'acheter du matos. Mais est-ce que l'éducation financière, justement, ne fait pas perdre à une personne le côté émotionnel? Un tout petit peu, oui. Ah oui, il faut à un moment, tu dois savoir canaliser tes émotions si tu veux réussir financièrement. Parce que l'argent, c'est 80% des émotions. Quasiment. 80% du temps, dans l'argent, c'est la gestion émotionnelle. Quel est le comportement que tu as lorsque tu es en situation de stress, par exemple, ou tu es dans la joie? Parce que c'est là où on dépense. Soit dans la joie, soit dans la peur. Les promesses. Exactement. Et l'argent, c'est 80% de la gestion émotionnelle. Les gens pensent que la gestion de l'argent, c'est maîtriser des fichiers Excel. Non, c'est rien du tout. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Ah ouais. Mais donc, même ton frère qui est entre la vie et la mort, tu le mets de côté par rapport à un objectif que tu as fixé financièrement parlant? Bon, après, il faut être réaliste. Tu vois? Il faut être réaliste. J'essaie de pousser un peu le bouchon à l'extrême pour dire que lorsqu'on a un objectif, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Par contre, quelqu'un qui est malade, oui, je peux toujours aider. C'est pourquoi on dit qu'il faut avoir une bonne gestion financière. Et dans la bonne gestion financière, tu as l'épargne de projet. Tu vois, là, j'avais un projet, c'est acheter mon matériel. Donc ça part dans mon épargne de projet. Mais j'ai quand même l'épargne de sécurité. D'accord. Ça, c'est pour faire face aux aléas de la vie. Un cousin qui est malade, un frère qui m'appelle, ou moi-même, ou ma voiture qui tombe en panne, par exemple. Là, je peux toucher dans cette épargne. Mais je ne touche pas dans mon épargne de projet.
Parlons d'épargne, il y a quelque chose qui est de très fondamental. J'ai envie de dire, les parents enseignent aux enfants d'épargner ou encore donnent la culture de la banque à leurs enfants. Quand tu as ton argent, l'un des moyens les plus sécurisés de le protéger, c'est d'aller le mettre à la banque. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, c'est recommandé de faire ses épargnes avec la banque? Oui, oui, c'est une bonne chose d'épargner avec la banque. D'accord? Ouais. Par contre, c'est le début de l'épargne. C'est vraiment le début. Pourquoi? Parce que, imaginons, l'éducation financière qu'on reçoit des parents, c'est je prends de l'argent, je mets dans un livret épargne. Oui. OK? Pour certaines personnes. Oui. Et ça, c'est très bien pour un début. Parce qu'aujourd'hui, en France, le livret d'épargne rémunère à combien? L'année dernière, c'était 3%. Cette année, c'est 2,5%. Donc, ça veut dire que tu vas mettre de l'argent de côté pendant des années pour espérer toucher 2,5% de rendement chaque année. C'est pas mal comparé à quelqu'un qui va mettre l'argent dans une tirelire, par exemple, ou qui va garder l'argent sous son matelas. Tu vois, et la technique de la grand-mère où on met l'argent sous le matelas. Mais aujourd'hui, tu mets déjà de l'argent dans un compte épargne, c'est déjà bien. OK, tu commences déjà. Mais c'est le niveau, je dirais même le niveau, le B.A.-ba. Ouais, c'est vraiment le B.A.-ba de l'intelligence financière. Mais parce que, justement, quand on écoute beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, ils font savoir que mettre son argent à la banque, c'est une très grosse erreur. Ils sous-entendent que, voilà, ton argent qui est en banque ne travaille pas. Il ne produit rien. Alors que quand tu le prends et que tu le mets dans un projet, il travaille pour toi. Je suis partagé sur cette question-là. Je dirais oui et non. Mettre de l'argent en banque, ce n'est pas une perte de temps. OK. Tu peux mettre de l'argent en banque, comme je disais. Il faut toujours avoir de la liquidité. En cas de problème, tu fais comment? Aujourd'hui, moi, j'ai des actions en bourse, j'ai des cryptos, et heureusement que j'ai de l'épargne aussi, liquide. Bon, en cas de problème, admettons, je faisais la route Reims-Paris et que j'ai une panne de voiture. Je fais quoi? Je vends mes cryptos pour réparer la voiture? Non. En fait, je ne vais pas toucher mes investissements. Donc, il faut toujours avoir une part de liquidité de disponible pour faire face aux aléas de la vie. C'est ce qu'on appelle le matelas de sécurité ou l'épargne de précaution. D'accord. Ça, tu peux le laisser sur un compte à 3%, à 2%, c'est pas grave. Dans une banque, Dans une banque. C'est pas grave, c'est normal, il faut que ça soit liquide. Parce que les autres types d'épargne, qui, entre guillemets, on appelle investissement, c'est que de l'épargne, en fait, en gros. Quand tu mets, que ce soit dans la bourse, dans la crypto, dans l'immobilier, c'est de l'épargne, en gros. Mais c'est de l'épargne qui travaille. C'est pourquoi on l'appelle investissement. Ces épargnes-là sont souvent très peu liquides. Tu vois? Donc, quand tu as besoin d'argent tout de suite, si tu as un bien immobilier qui coûte 200 000 €, tu as besoin d'argent, tu dois trouver quelqu'un qui va acheter. Et ça peut prendre des mois. Ça peut prendre une année, le temps de vendre. Mais entre-temps, tu fais quoi? Tu as besoin d'argent. Tu vois? Donc, du coup, on a besoin de cette liquidité-là. Et pour dire que mettre de l'argent dans un compte en banque, c'est perdre son temps, non, c'est faux. D'accord. Par contre, prendre tout ce que tu as comme épargne, laisser dormir dans une banque, là, c'est une stupidité. Parce que justement, à les écouter, ils disent que l'argent qu'on dépose à la banque ne le stocke pas. Ils reprennent ça pour aller investir dans d'autres projets. Ou encore, l'argent que tu as vu déposer, tu as déposé par exemple 50 000 €. Quelqu'un d'autre viendra et dit j'ai besoin de 30 000 €. C'est un emprunt qu'il fait, il y aura des intérêts. C'est ton argent qu'on prend, on donne. Et que c'est ce que tu es censé faire toi-même pour éviter de te faire avoir par les banques. Exactement. Dans ce sens-là, oui. Ces personnes ont raison. Parce qu'après, pour arriver à faire les placements toi-même, il faut avoir une bonne éducation. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. On ne va pas sur n'importe quel placement. Aujourd'hui, les gens veulent investir, par exemple. Et le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller voir le banquier. De dire, je veux investir en bourse. Qu'est-ce que vous pouvez me recommander comme placement? OK, le banquier malin qu'il est, il va te proposer des placements qui garantissent son salaire. Tu vois? Ce sont des placements, par défaut, qui vont faire de telle sorte que eux, ils puissent gérer et qui touchent des commissions de gestion. Et derrière, qui dit commission, dit quoi? Salaire du banquier. Donc, ça va être ce genre de placement qu'on va te recommander en priorité. D'accord.
tu vas mettre dans l'assurance vie. C'est très bien l'assurance vie. Mais le problème de l'assurance vie, c'est que le banquier te recommande un placement qui est sécurisé et qui a un faible rendement. C'est ce qu'on appelle des fonds en euros. Donc, tu vas aller mettre de l'argent dans l'assurance vie, ils vont le placer directement dans un fonds en euros et tu vas toucher peut-être 3%, 4% l'année. D'accord. Alors que si tu as une certaine intelligence financière, tu peux faire un placement dans l'assurance vie, mais plutôt aller vers des unités de compte qui permettent d'investir en bourse. Et là-bas, tu peux espérer un rendement meilleur. Donc, c'est vraiment question d'intelligence financière. Qu'est-ce que tu as comme information? Parce que la guerre aujourd'hui, c'est la guerre de l'information. Si tu n'as pas les infos, ben, on te sert le plat que tu vas avoir. Mais si tu as les infos, tu peux vérifier les ingrédients qui sont dans le plat et savoir si ce plat-là est consistant ou pas. Et donc, le banquier, lui, dans ses propositions, va carrément mettre ses intérêts en avant aussi. Exactement. Et c'est comme la majorité des fiduciaires. Ils vont mettre leur intérêt avant. C'est son intérêt avant tout. OK. Ben, si on parle un peu de l'emprunt, dans son processus entrepreneurial, à quel moment on peut nécessiter de faire un emprunt? C'est-à-dire d'aller voir une banque pour emprunter de l'argent ou même un particulier. Prenons le cadre de l'entrepreneur. Je pense que l'entrepreneur, lorsque tu lances ton projet, évite l'emprunt. Ah, au lancement? Au lancement. Évite vraiment l'emprunt parce que c'est une corde qui peut... tu peux te pendre en fait à n'importe quel moment. Tu vois, avec la pression du remboursement, tu peux facilement te suicider. Je connais une histoire, et paix à son âme, c'est un entrepreneur congolais qui était un chef cuisinier qui s'est suicidé à cause du poids de l'emprunt. Il avait une dette qui pesait. Et tu vois, pendant qu'on parle, là, je ressens même l'émotion. Et le monsieur n'arrivait pas à rembourser sa dette. Et vu la pression fiscale qui règne aussi au niveau du Congo, il n'a pas supporté. Et il a craqué. Il s'est donné la mort. Donc au début, lorsque tu lances un projet, si possible, commence avec des fonds propres. Ou fais du love money. Du love money, c'est en gros, tu prends l'argent des amis, de la famille. OK. Il y aura moins de pression que si tu pars vers une institution. Une banque, par défaut, n'a pas envie de perdre son argent. Donc, on va te mettre la pression pour que tu rembourses. Que tu aies du chiffre d'affaires ou pas, ce n'est pas son problème. Il ne veut rien entendre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu respectes ton engagement. C'est tout. Donc, au début, non. Par contre, faire de l'emprunt pour la croissance de l'activité, oui. Tu vois, tu as une activité qui tourne déjà. Tu génères du chiffre d'affaires. Tu as un rendement qui est là. Tu as une rentabilité qui est là plutôt. Tu veux accélérer. Tu vois la banque. Et justement, parlant d'emprunt, il y a une question, un sujet qui revient souvent, c'est on n'emprunte pas pour acheter une voiture. Est-ce que c'est réel ça? Oui, c'est... Et ce qui me permet, ça s'adresse beaucoup plus aux personnes qui sont en diaspora parce que c'est déjà en France, au Canada, où on voit des jeunes qui font des emprunts pour acheter des voitures, mais qu'en Afrique, ça se fait moins, en tout cas. Et je peux témoigner. Je suis en train d'écrire un livre, Le pouvoir des actifs. Et dans ce livre, je partage mon expérience. Au tout début, quand j'ai commencé. D'accord. Et je vais partager cette expérience. Fraîchement diplômé, ingénieur. Je signe mon premier CDI. OK. Ce premier CDI, je démissionne au bout d'une semaine. Donc, je signe. On m'envoie très loin. Je suis allé à Saint-Nazaire pour aller travailler. Alors que je résidais à Reims. Et dans le contrat, c'était pas ça. C'était pas trop clair au début. Et on m'envoie à Saint-Nazaire. Non seulement on m'envoie très loin de ma famille, mais on me donne un projet qui ne m'intéressait pas du tout. Et donc, au bout de la semaine, j'ai fait la première semaine. Quand je suis rentré chez moi pour le week-end, je ne suis plus jamais reparti. J'ai juste envoyé ma lettre de démission, sachant que j'étais encore pendant la période d'essai. Donc, je pouvais rompre le contrat à n'importe quel moment. Clair. Et 3 semaines, je pense, ou 4 semaines après, je signe un nouveau CDI. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Quand je signe mon CDI, après ma période d'essai, tu vois, 6 mois, période d'essai de cadre, je finis la période d'essai, tout de suite, je m'engage vers la banque pour aller prendre un prêt pour acheter une voiture. Waouh. Tu vois? Et j'achète une voiture,
Je roule avec la voiture sans problème. Je commence à rembourser petit à petit. Et plus tard, je me rends compte que ça commence à peser sur moi. Je me dis, mais tiens, attends, dans quelle merde je me suis embarqué là? C'est compliqué. Et avec le temps, avec l'intelligence financière qui se développait au fur et à mesure, moi, j'ai compris que c'était une erreur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai priorisé le remboursement du crédit. J'ai fait de ça une priorité absolue. Et je l'ai remboursé en anticipé. Donc, ça veut dire qu'il a duré, si c'était par exemple 2 ans. Je l'ai remboursé au bout d'une année, par exemple. Okay. Tu vois? Ouais. Et là, j'ai bénéficié les intérêts. C'était recalculé. Exactement. Et c'est là où j'ai compris que beaucoup de personnes de la diaspora, et il n'y a pas que la diaspora, hein, même les autochtones. Ah ouais? Ah oui, je t'avoue, même les autochtones font cette erreur d'acheter une voiture à crédit. Le problème de la voiture, c'est quoi? C'est que la voiture perd de la valeur avec le temps. Ouais. Tu vois? Ouais. Ça perd de la valeur. En gros, c'est beaucoup plus un actif et plutôt un passif. Tu vois? C'est beaucoup plus un passif. Même si tu te dis que ça me sert de moyen de déplacement pour aller au boulot, ça peut être indispensable. Tel que moi, j'étais obligé de faire 45 minutes de route pour aller au boulot. Mais la voiture n'est pas vraiment un actif qui va te rapporter de l'argent. Ça va te coûter en essence, en assurance, en entretien, contrôle technique chaque 2 ans. Et ça, c'est de l'argent qui sort de ta poche. Et donc, ce n'est pas vraiment une bonne idée de prendre un crédit pour acheter une voiture. Par contre, si tu as la possibilité d'économiser, économise. Achète toi-même une petite voiture, tu vois. Tu n'as pas besoin d'impressionner les gens. Tu as besoin de rouler. Par définition, la voiture, le rôle de la voiture, c'est quoi? C'est de te transporter d'un point A vers un point B. Après, un jour, quand tu auras la possibilité d'acheter ta voiture, que ce soit cash ou je ne sais pas par quel moyen, tu pourras le faire. Et si c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat quand même, est-ce que ça prend plus du sens? Oui, ça prend plus de sens parce que là, si c'est indispensable pour ton activité, là, il te faut la voiture. Je peux le faire passer dans un prêt de l'entreprise. Pourquoi pas le faire passer dans les charges de l'entreprise? Et je pense qu'il y a un puissant marketing derrière, je veux dire, pour les concessionnaires, les entreprises qui vendent les voitures. On te montre une voiture, on te dit elle est sortie cette année, une voiture 2025, à seulement 200 € par mois. Donc, toi, quand tu fais ton analyse, tu ne vois pas le prix total. Ou encore, je t'avais dit le prix, si la voiture coûte peut-être 100 000 €, si tu payes en cash, et qu'elle va peut-être coûter 105 000 € si tu payes sur une durée, par exemple, d'1 an, tu ne vois que le 300 € par mois que tu vas donner. Ah ouais, donc avec 300 € par mois, là maintenant, je peux avoir la dernière Toyota. Tu penses que c'est un gros piège. Après, c'est le marketing. Tu vois, ils jouent avec nos émotions. C'est comme si tu partais dans une boutique, acheter des vêtements. Quand tu vois 2 vêtements, tu vois un au prix de 49,99. Et l'autre au prix de 50 €. Tu achètes lequel? 49, déjà, c'est... Je ne me rapproche plus de là. Mais sauf que le cerveau, lorsqu'il entend 49,99, il pense plus à 49 ou même à 40 qu'à 50. À 50, justement. Tu vois? Donc, du coup, ils arrivent à jouer avec nos émotions. Ils manipulent un peu notre cerveau. Et là, quand tu vois un prix 299 € par mois, mais on ne te dit pas pendant combien de mois? Tu vois, on te dit juste 299 € par mois. Et il y a seulement. Seulement, voilà. Seulement 299 € par mois. Et là, tu t'embarques. Je préfère, pour revenir sur l'aspect crédit, je préfère même, et ça c'est mon avis, prendre une voiture en leasing. C'est-à-dire? En location. Que de prendre un crédit et acheter la voiture. Parce que ça revient quasiment au même. Tu vois, leasing, tu prends location chez un professionnel et chaque fin du mois, tu payes. L'entretien et tout. Et voilà, le jour où tu n'as plus besoin de la voiture, tu rends la voiture. Et par contre, il faut que tu remettes en bon état parce qu'après, derrière, donc ça te demande un peu d'entretien. Et il y a un peu plus de stress aussi parce que tu n'es pas forcément propriétaire de la voiture. C'est comme un téléphone. Aujourd'hui, c'est à la mode. Beaucoup de gens font cette bêtise-là. Prennent des téléphones à payer en plusieurs fois. À payer en plusieurs fois ou en location. Et comme par malheur, tu prends un téléphone aujourd'hui, 2 jours après, ça se casse.
À la merde. Un peu. C'est un peu ça. Ouais, mais du coup, si on demande c'est quoi les actions concrètes à mettre en place pour avoir une indépendance financière, concrètement? Concrètement, les actions à mettre en place pour avoir une indépendance financière, ouais. Comme je disais, première étape, c'est créer tes revenus. Oui, ok. Que ce soit un salaire, peu importe. Il faut que tu aies une source d'entrée. Ouais. Si tu n'as rien qui alimente ta bourse, ça ne sert à rien. Ok. Donc, une fois que tu as cette entrée, il faut que tu maîtrises cette entrée et que tu arrives à mettre un peu de côté. Ouais. Et quand tu mets un peu de côté, il faut que tu arrives à développer d'autres piliers qui vont venir renforcer à chaque fois tes entrées. Dépendre d'un seul salaire, c'est risqué. Parce qu'on peut couper ton salaire. Et je prends l'exemple de nos amis qui sont en Afrique. Quand tu es en Afrique, tu es dans un pays où il y a des gens, ça fait 48 mois. Ils n'ont pas de salaire. 48 mois. Oui. Ah, c'est chaud, hein? Je t'ai dit. 48 mois sans salaire. Mais comment continuer à travailler dans un environnement pareil? Exact. Je ne sais pas, je me pose la même question. Comment ces personnes arrivent à faire? Tu vois? Je ne cite pas de pays, mais c'est réel. C'est réel. 48 mois sans salaire. J'ai mon petit neveu qui m'a appelé il y a 2-3 jours. Ouais. Lui, il a 6 mois sans salaire. Mais il continue de travailler. Il continue. Il va chaque matin, il paye son déplacement pour aller bosser. Donc, si tu dépends d'un seul salaire, ça peut être un risque. Ouais. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est de développer d'autres sources de revenus. Ouais. Et aujourd'hui, avec le digital, tout le monde peut créer 2 sources de revenus. Ouais. Tu crées un compte TikTok, tu danses, tu fais du bruit sur TikTok, c'est bon, ça suffit. Tu vois? Mais le problème, c'est que là-bas aussi, il y a une contrainte de monétisation dans... Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a des contraintes, mais c'est pour donner l'exemple. Non, même si tu n'as rien à proposer, vas-y, danse sur TikTok, commence par danser. Exactement. Tu peux être influenceur en dansant. Mais aujourd'hui, tout le monde peut créer une deuxième source de revenus. Si tu es salarié, tu as certainement une compétence que tu peux monétiser. Il faut que tu arrives à détecter quelle est ta compétence. Tu vois, moi, aujourd'hui, si je veux créer une nouvelle source de revenus rapidement, là, j'ai déjà une idée. J'ai une compétence que je ne monétise pas aujourd'hui. Je suis pianiste. Ah ouais. Tu vois? Donc, je peux créer une petite plateforme où je donne des cours de piano. Je veux faire de telle sorte que la plateforme soit digitale pour que ça ne prenne pas mon temps. Je vais faire je viendrai même chez vous ici là, j'enregistre les cours, vous avez tout le matos, j'enregistre les cours et je mets en ligne. 47 € le cours. Tu te connectes, l'argent ça rentre. Tu vois? Donc aujourd'hui, tout le monde peut créer des sources de revenus et ne pas dépendre du salaire. D'accord. Alors, si on parle un peu de déplacement, de création, de génération de sources de revenus, est-ce que c'est important ou encore c'est conseillé d'entreprendre dans une relation? Quand tu es dans une relation? Ouais. Ça se passe comment? Il faut entreprendre quand tu es dans une relation. En fait, j'ai même du mal à trouver la bonne pour poser la question parce qu'en fait, c'est un peu difficile. Des fois, on dit aux personnes, quand tu es pauvre, concentre-toi sur ton business et laisse là où les femmes. Oui. Voilà, ça c'est l'approche de certaines personnes. À côté de ça, on va dire non, la femme va être une consommatrice, elle va rien t'apporter. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre angle dans lequel on peut voir la femme comme étant un pilier qui va te faire avancer? Je vais prendre mon cas. Je pense que la femme peut être et est un pilier qui peut vraiment t'aider dans l'entrepreneuriat. D'accord. Par contre, il faut avoir la bonne femme qui comprend la vision que tu as. Comment connaître la bonne femme? C'est là. Là, on va faire appel aux spécialistes des couples. Non, tu vois, lorsque tu es entrepreneur, il y a 2 cas. Le premier cas, tu commences l'entrepreneuriat, tu es célibataire. Ok. Mon ami, fonce. Si tu es célibataire, concentre-toi sur le business. Tu vois? Concentre-toi à fond sur le business. Fais de telle sorte que le business puisse être stable, que ton business grandisse. Après, derrière, trouve quelqu'un qui va t'accompagner. Si tu es déjà en couple et que tu commences le business, dans ce cas, fais comprendre à ta partenaire que ce que je suis en train de faire, telle est la vision.
le début va être difficile. Ouais. On doit faire des sacrifices, mais après, ça va payer. Et si elle est catégorique, elle ne veut pas? Elle n'a qu'à partir. Ah ouais? Je ne vais pas tuer mon projet ou mes ambitions pour une femme. Non. Est-ce que c'est peut-être parce que le degré d'amour n'était pas encore suffisant pour essayer de la convaincre ou alors essayer de jouer les deux cartes? Je pense pas que ça soit vraiment une histoire de degré d'amour. Ah ouais. Parce que c'est vraiment une histoire de compréhension. Comprendre la vision de l'autre. Si tu as une flamme qui brûle en toi, et la flamme dont je parle, c'est pas la flamme d'amour, je parle de la flamme entrepreneuriale. Ouais. Lorsque cette flamme brûle en toi, tu es prêt à tout pour te lancer. Ok. Maintenant, si tu as quelqu'un qui est là, qui t'empêche de te lancer, tu te sépares de la personne. Aussi simple. Aussi simple. Je dis toujours à ma femme, et elle peut témoigner, tu vois, si elle s'opposait à mes ambitions d'entreprendre, je trouvais une autre femme. Je partais, et tu vois, en plus, on n'était pas encore mariés, donc je pouvais facilement trouver quelqu'un d'autre. Mais elle a compris dès le départ. Elle sait la vision que j'ai. D'accord. Même au-delà de l'entrepreneuriat. Elle comprend déjà la vision vers où je suis en train d'aller. Ouais. Et elle supporte cette vision. Bon, l'équipe, vous venez là de regarder la première partie de ce programme. J'espère que vous êtes bien régalés. En tout cas, vous pouvez tout nous dire dans les commentaires. Ceci dit, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 16h pour la deuxième partie. Sur ce, merci pour votre soutien. Portez-vous bien. C'était Aston de Bank 99. À bientôt.